Bonjour Brigitte, je suis vraiment très touchée, très heureuse que nous puissions avoir cette conversation aujourd'hui et c'est un cadeau pour moi vraiment, cette visite que nous nous faisons aujourd'hui et je vais en profiter pour te poser quelques questions, pour avoir tes éclaircissements par rapport à des sujets qui peuvent intéresser les francophones qui sont dans ce grand champ des constellations familiales et que tu puisses leur donner ton apport aussi. D'accord. Merci, Monica, de me donner cette possibilité de parler en français, qui est ma langue maternelle, mais qui a des difficultés maintenant pour s'exprimer, et de pouvoir parler avec tes élèves, de toutes ces personnes qui s'intéressent aux constellations à travers toi. Je suis contente, émue de pouvoir le faire. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors justement, notre lignée, en quelque sorte, je voulais évoquer la mémoire de Bert Hellinger et grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Et je souhaitais te poser la question, qu'est-ce qui a été pour toi quand tu l'as rencontré les premières fois, que tu as assisté à ces séminaires? Quelle a été pour toi l'impression la plus marquante ou le plus notoire que tu puisses nous partager? Quelque chose qui t'ait inspiré dans sa manière de travailler, dans sa manière d'être? Alors, j'ai commencé à connaître les constellations par une disciple de Bert Hellinger. Et ça a été immédiatement pour moi et ça ne pouvait pas être autre chose. Dès la première constellation à laquelle j'ai assisté, j'ai continué à assister, à participer, à me consteller, à faire des formations. C'était immédiat. C'était une fascination peut-être immédiate. Et on me disait que Bert Hellinger était très, 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 très intéressant et qu'il réunissait des centaines et des centaines et quelquefois des milliers de personnes. Et alors là, ça m'a immédiatement, enfin, non, ça, c'est pas pour moi. Des gens qui s'entourent comme ça de tant de gens, il doit y avoir un phénomène d'hypnose collective. Non. Et j'ai mis 2 ou 3 ans avant d'assister à la première conférence de Bert Hellinger, à la première pour moi, à Madrid, au fond d'une salle où il y avait 400 personnes, tout au fond. Mais ça a été immédiat. Je le voyais tout petit, mais j'ai été immédiatement prise par son rayonnement, par la paix qu'il dégageait. La paix, l'équilibre, la concordance, c'est un phénomène de paix qu'il dégageait. Son humilité, et quand il parlait, c'était quelque chose qui parlait à mes cellules, qui parlait à l'intérieur de moi. J'étais comme bouleversée par tout ce qu'il disait. Je n'étais plus là, c'était plus moi avec mon cerveau, mes critiques. C'était autre chose qui était touché par ces paroles. Oui. Et à partir de ce jour-là, j'assistais à tout ce que je pouvais en Espagne, en France, en Suisse, en Allemagne, au Mexique. J'allais le voir 3 ou 4 fois par an pendant des années. Il avait cette manière de parler très lente et où chaque mot pesait sa valeur en or. C'était... Oui, c'était très intéressant parce que quand il parlait, ce qu'on dit maintenant, il était en connexion. C'était pas seulement lui qui parlait, c'était lui en connexion avec un autre champ, avec une autre énergie. Et c'est pour ça que ces mots
était si profond, ces phrases étaient si profondes. Il y a eu même une époque, 2007, 2008, où c'était le grand Bert Hellinger, jusqu'en 2009-2010, où de temps en temps, comment on appelle ça, les micros brûlaient leurs piles en 2 ou 3 minutes. Et les techniciens disaient, ben oui, c'est l'énergie de Bert. Il dégage tant d'énergie qu'il brûle toutes les piles. Oui. C'est ça, non? Mais c'est vrai que quand j'ai commencé les constellations avec toi, j'avais un peu cette sensation aussi dans les ateliers. Et je l'ai aussi connue, mais je t'ai connue beaucoup plus. Et j'avais cette sensation dans les ateliers de quelque chose qui nous entourait, de quelque chose qui nous contenait et quelque chose qui nous faisait être différent de ce que nous étions dans le quotidien. Absolument, absolument. Oui. Je me souviens qu'une fois où j'étais allée le voir en train, je suis revenue en prenant le train qui durait 8 heures, quelque chose comme ça. J'avais le livre les ordres de, comment on dit ça en français, le livre, un des premiers livres, Los Órdenes del Amor, un des premiers livres. Oui, les ordres de l'amour. De l'amour. Pendant 8 heures, je n'ai fait que lire le livre. Quand je suis arrivée à la gare d'arrivée, le livre était terminé et j'étais transformée. J'étais une autre personne. Je ne me reconnaissais plus. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais quelqu'un d'autre après avoir lu ce livre, simplement lire ce livre. Alors, dans toutes les conférences où je suis allée voir Berthe, quand il parlait en français, ou surtout en français évidemment, j'étais avec Ignacio, qui lui ne comprenait pas le français. Alors, ça a été une chance extraordinaire parce que je ne regardais pas ce que faisait Berthe. J'écoutais seulement et je traduisais. Je traduisais. Et j'ai pu me rendre compte que ce qu'il disait était à un niveau extraordinaire, mais pas ce qu'il faisait. Et j'ai eu la chance d'être pendant des années, de ne recevoir de lui que ce qu'il disait. Et ça, je pense que ça m'a transformée. Alors que si j'avais eu la perception divisée entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, je n'aurais pas eu cette avancée si profonde ou ce contact si profond avec le message de sa philosophie. Parce qu'en lui, ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est la philosophie de ce qu'il appelle les ordres de l'amour, ce que j'appelle moi les forces de l'amour. C'est la philosophie systémique et phénoménologique. C'est ça qui transforme la vie. Oui. Ça et tu as introduit le mot des forces de l'amour. C'est ce qui inspire ton travail actuellement. Tu appelles aussi tes constellations nouvelles constellations familiales. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette évolution? D'accord. Alors, les forces de l'amour, j'en parlerai après, parce qu'en effet, c'est une intervention de ma part. Mais les nouvelles constellations, c'est lui qui a utilisé ce mot pour la première fois en 2005. Vers 2002-2003, il a commencé à parler de la conscience familiale, l'appartenance de tous, indépendamment des actes des gens. Et à ce moment-là, il s'est ouvert à autre chose. Il a eu d'abord la perception de ce qu'il appelait le mouvement de l'âme, puis le mouvement de l'esprit. Et quand il a complètement intégré le mouvement de l'esprit, il a parlé que les constellations familiales étaient terminées et qu'à partir de ce moment-là, 2005, ce n'était plus que les constellations de l'esprit ou les nouvelles constellations familiales. C'est lui qui a créé le terme en 2005. Alors, moi, je n'ai fait que suivre ce mouvement.
les constellations de l'esprit ou les nouvelles constellations. Où réellement, dans les nouvelles constellations de l'esprit, le thérapeute se retire, le constellateur se retire et se laisse complètement diriger par le mouvement de l'esprit, par autre chose. Alors que dans les constellations antérieures, on était là comme constellateur avec notre protocole, nos hypothèses, mon rôle, la présence complète et unique du thérapeute. À partir du mouvement de l'esprit, ça s'est complètement transformé. Et j'ai reçu cet appel, moi aussi, de ne vivre que du mouvement de l'esprit, de ne faire que des constellations de l'esprit. Si? Et donc, quand le constellateur, lui aussi, se laisse guider, on peut vraiment dire alors que le constellateur et tous les participants sont pris. Et alors chacun mûrit. Le constellateur continue dans sa propre maturation, de même que le client, de même que les représentants. Il n'est pas celui qui a déjà fait son travail. Il est lui aussi en train d'œuvrer. Exactement. On est à ce moment-là dans un champ dynamique, complètement en évolution, continuellement en évolution. Et même maintenant, on peut dire que Bert Hellinger nous fait de la place, demande que les suivants prennent leur place, occupent leur protagonisme, disons, reçoivent de nouvelles informations. Parce que les nouvelles informations que nous introduisons, toi, moi, les autres, ceux qui sont constellateurs en concordance avec un autre niveau, nous recevons de nouvelles informations et nous faisons avancer sans aucune prétention, simplement que à travers nous et à travers nos clients, ou nos élèves, tout avance. Oui, c'est d'une manière très organique. On a l'impression que ça se fait naturellement. Quand on est avec ce mouvement de l'esprit, que naturellement, cette nouvelle information pénètre dans le champ. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique reçoivent les mêmes informations. Oui. Les mêmes informations. C'est-à-dire que vraiment, ce champ nous prend, nous emmène tous. Et en même temps, il demande à chacun une originalité. Parce que chacun va apporter quelque chose de plus que les autres vont pouvoir recevoir. Et donc, on peut dire, alors si je le vois comme ça, on peut dire que chaque constellateur va mûrir à travers ce travail et d'une manière différente d'un autre. Ou les gens sont uniques, en quelque sorte. Ouais. Ça, Berthe le disait, et je trouve que c'est vraiment important, il disait, il n'y a pas deux personnes qui comprennent de la même façon le même concept. Donc, il disait, ce que je suis en train de vous dire, chacun est en train de le métaboliser avec son histoire, à sa façon. Il va offrir quelque chose de différent au reste du monde. Oui, oui, c'est la richesse infinie. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, tu as toi, je dirais pas renommé, mais tu as donné un mot un peu différent aux ordres de l'esprit. Est-ce que tu peux nous en parler? Berthe, jusqu'à 1999, avait découvert fondamentalement l'ordre de l'amour de la hiérarchie. Ce qui est l'équilibre de donner-recevoir ou gains et pertes et gains avait été découvert antérieurement par le psychiatre hongrois
Bosor Meni Nahi. Et donc, le grand travail de Berthe a été des années 80 à 99, presque 20 ans, d'approfondir l'ordre de l'amour, de la hiérarchie, du respect de celui qui est arrivé avant et du respect des systèmes nouveaux qui doivent être respectés par les systèmes les plus anciens. Bien. Alors, comme ça a été sa grande découverte, disons, l'ordre, le mot ordre en lui était présent un petit peu partout, d'une façon naturelle. Et c'est pour ça, je pense, hein, j'imagine, qu'il a nommé ça les ordres de l'amour, alors qu'il aurait pu dire les lois de l'amour, les principes de l'amour. Mais comme il était centré sur l'ordre hiérarchique, il a utilisé le mot ordre. Et alors moi, je recevais plein de courriers de personnes qui me disaient « Comment est-ce que je peux être dans l'ordre par rapport à ça, par rapport à ma mère, par rapport à la, je sais pas quoi, à l'héritage ?» Et je répondais toujours « Mais l'ordre n'a pas d'importance là. Où est l'amour? Où est ton amour? Où est l'amour ?» Alors, c'est vrai que Berthe dit d'abord l'ordre, après l'amour. Mais quand il dit ça, il ne parle pas de l'amour majeur. Il parle de l'amour affectif. Pour que l'amour affectif soit efficace, il faut d'abord respecter l'ordre. Mais si on se situe par rapport à l'amour majeur qui n'est pas affectif et qui est l'amour de tout ce qui est comme c'est d'abord l'amour et après l'ordre. Alors là, je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les mots, ordre de l'amour, les gens pensent d'abord à ordre et oublient l'amour. Alors que tout, chez Hellinger, dans son attitude comme dans sa philosophie, tout tourne autour de l'amour. Oui, tout à fait. Et alors, c'est là où ben, je me suis rendu compte que ces ordres de l'amour étaient présents partout, dans toute l'humanité et même au niveau de l'univers, aussi présents que la force de gravité, même si la force de gravité n'est pas ce que l'on croit, mais aussi présent et aussi efficace. C'est quelque chose que l'on ne peut pas ne pas vivre. Alors, c'est là où je me suis dit, bon, ben, ce sont des forces. Ce sont des forces de la nature. Ce sont des forces de la nature. Et la nature est amour. Où tout ce qui a été créé est amour. Alors, l'univers est amour en croissance, en développement, créé par l'amour réalisé. Et entre l'amour en croissance de l'univers et concrètement de l'humanité et l'amour réalisé de quelque chose de plus grand, il y a ces forces de l'amour qui nous poussent, qui nous font rectifier nos façons de vivre pour que nous voyions que nous n'avons pas respecté l'amour du temps, l'amour de l'espace, l'amour de l'appartenance de chacun. Les forces de l'amour qui remettent tout continuellement à sa place, où tout ce qui était dans un sens est remis dans le bon sens. Dans le bon sens. Et alors, comment est-ce que, si nous partons de cette idée des forces de l'amour, comment est-ce que dans un destin individuel et dans un destin collectif, ça se manifeste de façon différente? Maintenant, on vit une époque, un moment de l'histoire, disons, qui est très particulier parce qu'il y a une intensité conflictuelle, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves au niveau collectif. Et comment est-ce que l'individu peut se retrouver
dans cette force de l'amour, dans cette confiance que donne la force de l'amour, au milieu de ça. D'accord, d'accord. Alors, il y a une première chose. Berthe commençait toutes ces constellations ou toutes ces conférences par la nécessité de la concordance. La première chose dans notre vie, c'est la concordance. La concordance avec ce qui est comme c'est, ou la concordance avec quelque chose d'un autre niveau, la concordance avec quelque chose de plus grand. L'assentiment. L'assentiment. Et l'assentiment. La synchronisation, l'assentiment. Oui, on pourrait dire aussi la syntonie. La syntonie ou la syntonie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la grande force d'amour. Si on est dans l'assentiment, on devient force de guérison, force de progrès, force de transformation. L'assentiment en soi guérit, transforme. Donc, pour moi, c'était vraiment la première force, qui n'est pas au même niveau que les autres, parce qu'elle contient tout, et l'assentiment. Alors, je dis ça parce que dans tout ce qu'on vit, il y a toujours deux niveaux. Il y a un niveau individuel que l'on voit, et il y a un niveau profond que l'on ne perçoit pas. Et ce qui guide tout ce qui se voit, c'est le niveau le plus profond. Toujours, non? Alors, notre destin individuel est au service du destin collectif. Ça, c'est difficile à accepter. Mais notre vie individuelle dépend complètement de notre place dans notre espèce. Si on voit les animaux sont complètement au service de leur espèce. Complètement. Ils font partie du grand cycle de la nature grâce précisément au fait qu'ils sont à leur place au service de leur espèce. Nous, les humains, aussi. Nous sommes aussi au service de l'espèce humaine et de son évolution. Alors, si on observe, comme le font aussi beaucoup de scientifiques ou de philosophes, on peut observer que l'humanité est dans une évolution indoublable, que l'on ne peut pas refuser. Enfin, l'humanité est en progrès continuel, malgré tous les hauts et les bas qu'elle vit. Et nous, les individus, nous sommes les instruments de cette évolution. Alors, à notre échelle, on ne les voit pas. Quand on observe l'humanité sur des centaines d'années ou des milliers d'années, on peut observer que l'être humain est de plus en plus en conscience, en contact avec la conscience, en contact avec la croissance intérieure, en contact avec la liberté et avec la relation consciente à quelque chose de plus grand. Et de ce fait, vit de plus en plus consciemment l'amour. Mais l'amour majeur, pas l'amour émotionnel. Et donc, c'est ce vécu d'amour, de connexion à l'amour majeur qui peut influencer le destin collectif à partir de... Oui, mais je pense qu'il y a d'autres concepts aussi qui sont très utiles. L'énergie. L'énergie n'est pas un courant continu. L'énergie n'est que certains moments, n'existe qu'à certains moments quand une phase négative s'est équilibrée avec une phase positive. Dans nos vies, quand un conflit a trouvé sa solution. Il nous faut des conflits pour pouvoir avoir un moment d'énergie. Dans l'histoire du monde, c'est la même chose. Les conflits sont absolument nécessaires.
il crée la paix. Il n'y a pas de paix sans conflit intérieur. Et il n'y a pas de progrès sans conflit intérieur. C'est difficile à entendre ça pour Voilà, beaucoup. absolument. C'est difficile, mais quand on regarde nos vies, on se rend compte qu'il y a eu des grands progrès dans nos vies après chaque grand conflit. Il y a eu aussi des moments de lumière qui ont surgi comme un cadeau, mais tout ce qui a été conflit a provoqué après un saut quantique, un saut évolutif. La vie est une succession de conflits, de haut et de bas. Et c'est la structure de l'énergie. L'énergie est ondulatoire et nous sommes énergie. Nous ne pouvons pas être d'une autre façon. Nous vivons des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et à chaque fois que nous vivons un nouveau haut, c'est quand nous avons de l'énergie. Et nos vies se transforment. Alors, quand il y a une autre réflexion sur le progrès de l'humanité. Tous les individus sont au service du progrès de l'humanité. Mais il y a quelque chose de très intéressant à observer. C'est que les personnes, il y a des personnes qui font évoluer l'humanité. Et ces personnes, ce sont les grands exclus qui, en même temps que leur exclusion, restent en concordance avec quelque chose de plus grand, continuent à être dans l'assentiment et sont des adultes conscients dans leur exclusion. Par exemple, Jésus-Christ, un exclu, terriblement exclu, mais dans l'adulte conscient. Un autre grand exclu qui a fait progresser énormément l'humanité, Gutenberg, Oui. qui est mort ruiné, trahi, mais qui a donné sa vie pour pouvoir traduire, écrire, publier la Bible en plusieurs centaines d'exemplaires pour qu'elle puisse être lue par tous. Et il est mort adulte conscient, mais dans l'exclusion. Et là, on peut voir cette trace d'amour de quelque chose de plus grand qui se sert des exclus pour transformer l'humanité. Ça me rappelle un autre grand homme aussi exclu qui s'appelait Nikola Tesla. Ouais, par exemple. Il y a des choses qui sont appliquées maintenant, mais à son époque, c'était inacceptable. Absolument. Et Bert Hellinger a été un grand exclu, complètement refusé en Allemagne surtout, mais dans toute l'Europe, par l'intelligentsia psychothérapeutique, psychanalyste. Non, il ne pouvait pas être écouté. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, il a découvert ou il a explicité cette notion de conscience, la conscience, la mauvaise conscience qui était très difficile à entendre aussi. Voilà, absolument. Parce que jusqu'à ce moment-là, la conscience était la voix de Dieu. Et quand il a pu dire, mais dans une guerre, les deux parties écoutent leur conscience. Donc, il y a deux dieux différents en lutte. Et quand il a dit que tout le monde appartenait de la même façon et devait recevoir le même respect, il a inclus Hitler. Et ça a été le grand tollé contre Hellinger. De pouvoir respecter Hitler. Et pourtant, une phrase qui, moi, me touche beaucoup, c'est pouvoir, et ça vient de lui, c'est pouvoir regarder l'autre au-delà du bien et du mal. Pour moi, c'est clé. Voilà, c'est ça.
tellement difficile pour chacun de nous d'arriver à ce stade, à cette étape où l'autre est comme moi, quoi qu'il ait fait, nous sommes semblables et donc je vais regarder avec amour aussi, quoi qu'il ait fait, et moi, quoi que je fasse. Ouais. Et là, il y a aussi la vision profonde de Hellinger qui dit que entre quelqu'un qui fait du mal et sa victime, il les considère, il les voit comme deux doigts d'un même gant. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux au service du destin collectif. Parce que celui qui fait du mal et sa victime prépare une future réconciliation. Et la réconciliation est la force la plus grande d'amour et de transformation pour un système ou pour les systèmes humains. Donc, on a besoin de moments de réconciliation. Et pour avoir une réconciliation, il faut avant quelqu'un qui ait fait mal à quelqu'un d'autre. Donc là, c'était aussi restaurer la dignité de Hitler. Et ça n'a pas pu être écouté par les Allemands. Et par beaucoup d'autres, je suppose. Oui, d'une façon générale. Et d'une façon générale. Voilà. Et oui, l'importance de pouvoir voir que tant l'agresseur que sa victime, en fait, passent par les deux rôles. Aussi, après, oui. Après ou avant, le perpétrateur était une victime antérieurement et la victime devient perpétrateur en son de vengeance. Absolument. C'est des notions qui ont été comme secouées et ouvertes à un autre ère. Voilà, oui. Oui, c'est magnifique. Brigitte, je suis vraiment très, très reconnaissante de ces magnifiques réponses qui vont être certainement entendues avec grande joie et qui vont inspirer. C'est ça, nous avons besoin les uns des autres pour nous inspirer mutuellement. Et ce que nous commentions avant, c'est que ce qu'il y a de plus important dans les constellations, c'est la philosophie qu'il y a derrière. La philosophie que Bert Hellinger nous a apportée. Ça, c'est la grande richesse, c'est la révolution de Bert Hellinger. Vivre dans ces forces de l'amour, dans cet amour majeur. Et apprendre grâce aux forces de l'amour comment c'est possible. Comment est-ce qu'on dit ça? Humildemente, humblement, très humblement, parce que nous sommes humains et que nous avons besoin des conflits. Nous avons besoin de ne pas faire bien pour pouvoir remonter et retrouver l'énergie. Non? Oui. Mais nous sommes tous dans ce grand champ d'amour, de transformation, de la grande conscience. Alors, Monica, je suis très, très contente que tu sois comment est-ce qu'on dit ça? Le porte-voix? Non, le porte-voix. Le porte-parole de cette philosophie des constellations quantiques ou des nouvelles constellations pour tous les francophones. Vous avez énormément de chance d'être avec Monica. Merci, Monica. Merci.